Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Cette jeune femme au parcours universitaire et professionnel hors norme est tout simplement étonnante. Charlotte, elle a plus de 10 ans d'études à son actif, une thèse, un master de droit et un autre en management. Malgré cela, elle est restée d'une simplicité et d'une humilité rafraîchissante. À peine 35 ans, elle s'apprête à être maman pour la seconde fois. Elle vient de décrocher un poste de directrice territoriale. Alors, on va parler de saut dans le vide, de chemin alambiqué et de détermination. On y va ? Donc Charlotte, à 35 ans, comment on arrive à prendre une direction de la Chambre des métiers de l'Artisanat à Limoges ? Comment on y arrive par un parcours qui est pas très linéaire en fait, par des opportunités qui sont saisies. Moi, à la base, je suis juriste. J'ai une thèse de droit pénal qui a été passée il y a quelques années, droit pénal international, et puis j'ai repris mes études pour faire de l'administration des organisations, administration des entreprises, qui correspondait un petit peu plus à ce que je recherchais, ce que j'avais trouvé aussi au sein d'un engagement associatif dans le cadre de la Jeune Chambre économique française, qui était donné à avoir une plus-value pour le territoire, pour l'économie, le développement local, etc. Et donc, je reprends ces études, je fais un certain nombre de stages comme tout le monde, et puis j'ai la possibilité d'intégrer la Chambre de métier comme responsable d'un service, le service développement économique appui au territoire, dans lequel je vais découvrir la Chambre de métier, son fonctionnement, son environnement partenarial, institutionnel, son rôle, les possibilités aussi qu'on peut amener à cette structure qui est une structure très ancienne, très connue, un peu poussiéreuse parfois. Voilà, je découvre aussi des possibilités de nouvelles interventions, de faire évoluer la perception qu'on en a. Et puis, au bout donc, de 2 ans et demi, 3 ans, il se trouve que mon directeur départemental souhaite lui-même prendre une autre direction professionnelle, quitte le réseau des chambres de métiers et le poste s'ouvre. À ce moment-là, se pose la question de mon positionnement ou pas. Il y a d'autres candidatures, des candidatures plus ou moins internes, en tout cas il se dit qu'il y en a, des candidatures externes et la question de savoir si j'y vais dans une période un peu bousculée pour moi, puisque je suis enceinte de notre deuxième enfant. Je suis donc à la tête d'un des services de la Chambre, qui est l'un des services les plus importants en nombre d'agents, et aussi en activité. Et puis, il faut préparer une équipe au changement de directeur de structure. En même temps, il faut préparer l'équipe à mon départ en congé maternité, et il faut potentiellement mobiliser du temps pour une candidature moi-même sur ce poste de directeur. Donc à ce moment-là, la question n'est pas si simple. J'ai des appuis qui me disent « mais oui, tu as légitimité pour y aller ». J'interroge aussi, moi, les décideurs pour savoir si je mobilise du temps ou si je ne mobilise pas du temps sur cette candidature, parce qu'il y a d'autres choses à faire, notamment pour l'équipe. Puis je décide finalement d'y aller et de me positionner. À ce moment-là, comme ça avait pu être le cas d'ailleurs quand j'ai postulé sur le poste de responsable de service 3 ans auparavant, je ne suis pas sûre d'être complètement au niveau de la candidature, parce que c'est aussi ma façon d'être, de ne pas être sûre d'être au niveau. Donc j'ai besoin d'être accompagnée et d'avoir un miroir à un moment donné pour pouvoir passer ce cap, monter cette marche aussi bien physiquement dans l'ancrage du geste que mentalement surtout. Et puis à un moment donné, certainement débloquer des peurs qui ne sont que les miennes sur cette prise de poste de directrice. Peut-être si tu veux qu'on s'en parle un petit peu de ce sujet-là.
Donc je t'ai dit, je suis enceinte, à l'époque je suis enceinte de 7 mois. J'ai déjà un enfant à la maison. La question se pose de est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une question plutôt autour du fait que je sois enceinte pour candidater dans ce poste, et est-ce qu'il y a une question pour les recruteurs autour de ce sujet-là. L'avenir me dira qu'il n'y en avait pas, mais moi je m'en suis fait une. Je m'en suis fait une aussi bien sur le fait que ça pouvait constituer une contrainte pour la structure dans laquelle j'étais, parce que concrètement c'était prendre un poste et partir un mois plus tard en congé maternité pour 3 mois. Laisser une structure donc sans directeur territorial, sans responsable de service éco non plus, puisque je passe en mobilité interne et que le recrutement n'est pas encore finalisé. Donc c'était laisser la structure dans cette situation. Je le vois comme une contrainte en me disant, mais moi, si j'étais chef d'entreprise, ça serait une contrainte pour moi. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, ça vaut le coup que j'y aille, et comment ça va être perçu ? Et puis, je m'en fais aussi une question sur une question d'organisation, mais qui va être très très vite aussi dégagée, organisation personnelle, qui va être très très vite dégagée, parce que là je suis très bien entourée, que ce soit par ma famille, par mon mari, et puis par nos amis qui me disent, lorsque tu as cette opportunité-là, et que c'est en plus un chemin qui t'intéresse professionnellement, tu y vas en fait. Et nous, on est là aussi pour assurer ce qui va être un besoin pour toi d'organisation avec les enfants, avec la vie de famille, d'une façon générale. Donc, mais à ce moment-là, c'est un vrai sujet pour moi. C'est un blocage que j'ai, une peur que j'ai, et sur laquelle on est venu travailler en coaching pour avoir des réponses à apporter, parce que c'était important pour moi que j'ai des réponses à apporter, ne serait-ce qu'à moi-même, et pour dépasser, encore une fois, ce qui était une peur qui n'était que la mienne, quoi. Et de se dire, mais on a le droit d'être femme, enceinte et directeur de structure. Contrairement à ce que certains ont pu penser, une femme enceinte ne partage pas son cerveau avec son enfant. Et oui, c'est des questions d'organisation, mais comme d'autres ont d'autres questions d'organisation, lorsque l'on a un engagement sportif, lorsque l'on a un engagement politique. Voilà, il y a des questions d'organisation pour tout le monde. Et aujourd'hui, finalement, 6 mois, un peu plus de 6 mois après cette prise de poste, je me sens bien. Je me sens bien dans ce poste-là, je m'y sens à ma place. Par rapport à ton parcours, on parle de coaching. Comment tu pourrais expliquer les outils que tu as utilisés, ou en tout cas, ce que tu en retiens du travail qui a été fait pour alimenter au quotidien, peut-être maintenant encore, cet outil qui t'a permis de décider si oui ou non tu allais aussi vers ce poste? Le premier est le plus expérientiel peut-être, en tout cas celui qui est le plus marquant, aussi bien physiquement que mentalement. On l'a expérimenté 2 fois ensemble. C'est la fameuse montée de marche. Physiquement, la première fois que tu m'as accompagnée quand je suis devenue responsable de service éco, tu m'as dit, ok, t'as un escalier devant toi, ouais, monte une marche. Ok, je monte une marche. Et l'idée derrière ça, c'était de dire, ok, tu vas passer d'un poste d'opérationnel à un poste de responsable de service. Il faut que tu prennes cette hauteur qui est manifestée par la marche. Il faut que tu passes un cran, en fait, et que tu laisses derrière toi ce qui était ton job d'opérationnel jusqu'à présent, pour prendre cette posture, cette place qui doit être la tienne et qu'on attend de toi dans ce recrutement. Et on l'a fait 2 fois. On l'a fait pour que je sois responsable de service. On l'a fait ensuite quand j'ai candidaté sur le poste de directeur. Et c'était important, parce que moi, je suis quelqu'un qui suis très dans l'expérience. Je suis très kinesthésique quand on fait un petit peu l'analyse de tout ça. Et j'avais besoin de l'ancrer physiquement dans quelque chose. Et quand je suis dans des situations où qui peuvent me mettre en difficulté parce que j'ai été dans l'opérationnel et que je dois être maintenant dans le décisionnel, souvent je repense à ça et je me dis, ok, ça, tu aurais fait comme ça quand tu étais agent, tu aurais fait comme ça quand tu étais responsable de service, c'est pas ce qu'on attend de toi aujourd'hui, donc monte les 2 marches là, et ok, et maintenant, en tant que décideur, c'est quoi la position ? Et souvent, je le revois et je me le repose dans le quotidien, de me dire, bah oui,
chacun sa place en fait, chacun sa place dans le rouage, dans l'ancrage, dans la façon de fonctionner. Il faut à un moment donné bien prendre cette mesure, et moi j'ai besoin souvent de repartir de ce que j'aurais fait en opérationnel, de ce que j'aurais fait en responsable manager intermédiaire et de ce que je dois aujourd'hui avoir comme positionnement en manager, en top management. C'est important, moi c'est quelque chose, c'est un outil que j'utilise régulièrement et que je transmets un peu, je t'avoue, je le transmets un peu à certains de mes managers N-1, aussi pour eux, pour ne pas se mettre en danger à un moment donné, même physiquement. Parce qu'on ne peut pas être et dans le management et dans l'opérationnel, c'est pas possible. En tout cas, pas sur du long terme. C'est schizophrène au niveau du mental, et c'est épuisant, en fait. Tout simplement épuisant. Donc on le fait un temps parce qu'il manque une ligne managériale, on le fait un temps pour X ou Y raison, mais ça peut pas s'ancrer dans le temps parce que c'est trop épuisant. Donc souvent je leur dis ok, ça c'est l'opérationnel, ok, monte la marche. Ça, c'est un premier outil. Après, on a travaillé sur d'autres outils, sur ma capacité à un moment donné à affirmer ce que je voulais être, ce que je voulais apporter dans ce poste, ma vision de ce que devait être un directeur, et la capacité à le faire passer. C'est-à-dire que moi je crois foncièrement, mais parce que je suis comme ça, que quand tu prends un poste, t'amènes tout ce que tu es dedans, et le recruteur, il prend ce que tu es et ce que tu apportes dans un contexte, dans un cadre à caler, etc. Mais il prend ce que tu es, ou finalement il prend ce que quelqu'un d'autre est, tout simplement. Et donc, cette capacité à un moment donné à affirmer, il y a ce qu'on sait du poste, il y a ce qu'on sait de la boîte, il y a ce qu'on sait des grands enjeux, ce qu'on peut lire partout en cherchant, etc. Et il y a ce que moi, je veux apporter à cette contribution. Et donc ça a été important à un moment donné de se positionner. Moi, j'avais eu un ressenti assez fort d'un manque d'interface entre une structure départementale et un contexte de régionalisation des chambres de métiers qui est imposé par la loi. Et j'avais eu un sentiment, lorsque j'étais en management N-1, de distance et de manque de lien, de manque de compréhension des différentes sphères, des différents fonctionnements, alors même qu'on fait partie de la même structure. Aujourd'hui, on est 1750 collaborateurs à la Chambre de métiers Nouvelle-Aquitaine, avec des directions territoriales dans tous les départements. Et donc, c'était le positionnement que je voulais apporter, mais il fallait que je l'affirme. Et c'était important de le travailler ensemble aussi sur des mots simples pour dire « je l'ai vécu », quelque part j'en ai souffert... alors, pas personnellement, mais j'en ai souffert dans le travail, et je ne veux pas le reproduire moi. Donc, ce que je pourrais apporter, c'est ça. Après, recruteurs prennent pas, mais ce que moi j'apporte dans ce poste, c'est ça. Et je crois que c'est important à un moment donné d'avoir aussi cette façon de percevoir le recrutement. C'est pas juste le recruteur, il attend quelque chose. C'est dans les deux sens. Il attend quelque chose, il amène un contexte, il amène, etc., des perspectives, mais... qu'est-ce que moi j'amène ? Je suis qui et j'amène quoi ? Alors là, je suis qui et j'amène quoi ? On parle d'un côté des compétences qui sont partie du savoir-faire, mais en termes de savoir-être, quelle est, d'après toi, la valeur ajoutée qui a fait que tu as été choisie pour ce poste ? La valeur ajoutée qui fait que j'ai été choisie pour ce poste... au-delà des compétences, parce qu'effectivement, je suis même pas... Enfin, c'est pas que c'est pas important, c'est évidemment important, mais je pense pas que ça se joue là-dessus, sur des postes comme les nôtres. La flexibilité, je pense, que j'avais pu acquérir, que ce soit dans mon cursus pro ou dans mon cursus associatif. La capacité, à un moment donné, à transformer certaines contraintes en opportunités. Et ça, c'est une vraie plus-value, je crois, à un moment donné, d'être capable de voir, ok, il y a un obstacle. Et en fait, non, c'est pas un obstacle, c'est une façon d'aller plus loin. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui était important. Et puis, certainement, un degré de... J'allais dire un degré de réalisme, c'est-à-dire la capacité à voir les faits tels qu'ils sont. Ils existent, ils sont là, les problématiques, elles sont là. Et comment on les passe
tout simplement, comment on les passe ensemble, on s'en parle, on peut s'en parler, on peut tout... alors on peut tout dire, on dit toujours on peut tout dire mais pas à n'importe qui. Moi je crois qu'on peut tout dire, mais que la question c'est surtout de comment on le dit, comment on l'aborde dans une relation assez franche aussi avec les personnes qu'on peut avoir en face, sans tricher, sans manipulation, simplement de se dire bah voilà, on partage un constat d'une difficulté, d'un dysfonctionnement, d'une problématique qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours négative, mais un constat, et on va le traverser. Et on doit le traverser. Il y a pas de... il peut y avoir de l'engagement personnel, il y en a forcément, et je te l'ai dit tout à l'heure, moi quand je vais dans quelque chose, j'y vais entière, on prend ce que je fais et qui je suis, donc forcément qu'il y a de l'engagement personnel, mais il n'y a pas forcément du reproche dans toute situation, il n'y a pas nécessairement, il faut juste être en capacité à un moment donné de parler, d'avancer, d'assumer aussi des positions. Et je crois que ça a fait partie des discussions qui étaient importantes dans cette prise de poste. Avec un contexte qui n'était pas si simple. À l'époque, voilà, je t'ai parlé de la régionalisation, je t'ai parlé peut-être de difficultés d'interface sur des sujets multiples et sans chercher de responsabilité d'ailleurs particulière, mais voilà, des difficultés qui étaient là. Le fait d'être en capacité de dire je les vois, j'ai envie de m'y atteler avec mes capacités, avec ce que vous pourrez m'apporter aussi, avec ce que vous attendez de moi. On se le partage et on y va, quoi. Et je crois que ça faisait partie, ce degré de réalisme ou de franchise, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, cette capacité à dire les choses, ça faisait partie certainement des compétences qui étaient attendues. Compétences soft skills qui étaient attendues. Aujourd'hui, tu manages combien de personnes en direct ? Alors, j'ai 4 directeurs de service. Au sein du siège, 28 personnes. Et donc le 4e service de la Chambre des métiers, c'est le centre de formation des apprentis de Limoges, du Moulin Rabot. Il y a 75 salariés au sein du... Donc ça fait 100 personnes en tout, mais pas en direct. Comment, en plus de la vision, tu sais donner du sens à tes équipes ? Alors c'est un travail qui est quotidien, et qui est en plus, j'allais dire, particulièrement actuel, puisqu'on est aujourd'hui dans une phase d'écriture de notre projet d'entreprise au niveau régional. On vient d'adopter un nouveau plan de mandature, donc ça c'est la vision politique portée par les élus consulaires, et nous on y adosse un projet d'entreprise dans lequel on vient définir les valeurs de la Chambre de métiers régionale, les grands axes stratégiques, les grandes ambitions, les actions qui vont se déployer derrière, le plan d'action, etc., et des indicateurs. Et c'est structurant parce que la régionalisation de la Chambre de métiers, c'est janvier 2021, donc c'est tout jeune, qu'on est sur des structures qui par contre ont toujours fonctionné depuis très longtemps, ont fonctionné seules, donc il y a un vrai enjeu de fédération autour de ce projet d'entreprise. Et ça se fait au quotidien... dans une double dimension, je te dirais, parce que à la fois la chambre de métier est et doit rester en proximité du territoire, des artisans, des besoins les plus basiques qu'ils peuvent avoir. Et en même temps, on doit prendre cette dimension régionale qui est maintenant la nôtre comme une force de frappe de communication, une force de frappe sur les outils qu'on peut avoir, sur les formations qu'on peut déployer pour nos agents, la montée en compétences internes, etc. Il y a vraiment tout à prendre, en fait, à côté des petits grains de sable administratifs dont certains pourraient te parler. Il y a tout à prendre dans cette régionalisation, dans cette capacité à prendre de l'ampleur. Donc le travail, il est quotidien sur ces deux aspects. À la fois, ne pas perdre ce sens qui fait l'essence même de la chambre de métier, qui est d'être sur le terrain, d'aller en entreprise, de discuter avec les gens, de parler de recrutement, de parler d'apprentissage, de formalité d'entreprise, tout ce qui fait le quotidien des chefs d'entreprise, de la première entreprise de France, l'artisanat. Et en même temps, cette hauteur que va nous donner la régionalisation, cette force de frappe, il faut aussi la porter. Comment ça passe ? Encore une fois, ça passe par je pense, un degré de réalisme. J'ai eu la chance, cette semaine même, de tenir ma première réunion CHSCT.
Je ne le faisais pas auparavant, et puis je ne l'ai pas fait pendant ma période de congé maternité, de facto, mais donc c'était la première. Et, et là où j'aurais pu avoir un peu de crainte, hein, parce que ce ne sont pas forcément des moments toujours faciles, hein, il y a toujours un petit côté collège salarié, collège employeur, dans l'antagonisme, qui n'est pas forcément d'ailleurs factuel, mais en tout cas dans la pensée, et ben pas du tout. Ça s'est très très bien passé, mais parce que vraiment on était aussi dans ce degré de franchise nécessaire, de se dire, ben voilà, on est là pour travailler ensemble, chacun dans ses responsabilités. Collège employeur, collège salarié, chacun dans ses responsabilités, on est là pour travailler ensemble, au service d'eux, en prenant ce qui peut être des points d'appui du régional, en tenant compte de ce qui est du besoin du local, et de se partager des choses très simples, non pas très simples sur les sujets, mais en tout cas très franches. On s'est parlé de risques professionnels, on s'est parlé de RPS. Voilà. Ce sont des sujets qui sont des sujets importants dans une structure. Il faut juste pas se cacher derrière son petit doigt, que ce soit d'ailleurs les directeurs, les élus, les représentants du personnel. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut juste prendre le sujet ensemble et chacun dans ses responsabilités y aller en fait. Et c'est ce que j'essaye d'instiller en disant à chacun, moi je suis à la direction et mon rôle c'est celui-là, c'est celui de pilotage, c'est celui d'interface, c'est celui d'appui, de déblocage de certaines situations aussi. Et bien vous, votre rôle, à votre niveau, c'est ça et ça, dans l'opérationnel, dans le management intermédiaire, dans les relations extérieures, dans les liens avec les apprenants au CFA, etc. C'est ça votre rôle. Et ça ne marchera que lorsque chacun aura bien pris son rôle et pourra venir, comme une roue, comme un engrenage, se mettre en mouvement. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Alors, parfois, c'est difficile aussi parce que, encore une fois, moi, j'ai été dans l'opérationnel et j'ai été dans le management intermédiaire. Et donc, souvent, j'en reviens à ces marches qu'il faut que je remonte pour revenir dans mon engrenage et pas dans celui des autres, puisque chacun sa place. Mais j'ai souvent cette phrase de leur dire, mais on travaille ensemble, chacun dans nos responsabilités. Et c'est ce que j'essaye de faire pour donner ce sens. Donc mettre un peu de cadre pour que chacun se retrouve. On parle ne pas se cacher derrière son petit doigt. Ton parcours professionnel avant la Chambre des métiers, tu as eu d'autres expériences. Tu as pris des décisions. Tu as eu du temps pour prendre des décisions dans des endroits où tu n'étais plus conforme, ou en tout cas tu n'étais plus en phase avec ce qui se passait. Combien de temps tu as mis pour sortir de cette cachette derrière du petit doigt, et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu peux amener en fait ta lecture avec le recul? Comment on prend la décision de quitter des postes sur lesquels on est bien à un instant présent, à un instant T, et parce qu'il y a des mouvements hiérarchiques, parce qu'il y a des mouvements de collègues, on prend cette décision qui est forte de quitter un endroit là où on ne se sent plus bien. Oui, effectivement, avant d'intégrer la chambre de métier, j'étais dans un autre poste de responsabilité des partenariats dans une structure publique. Et un poste dans lequel je me sentais bien en termes de sujet. Tu vois, sur le fond, c'était quelque chose qui m'intéressait, c'était hyper motivant. On était sur de l'innovation, on était sur des choses extrêmement vivantes, avec beaucoup de partenaires publics, privés, une équipe qui était une bonne équipe, des difficultés qu'on avait traversées en commun, des choses qu'on avait dû mettre en place pour se sortir de difficultés importantes, qu'on avait mis en commun, qui avaient structuré une équipe, etc. Et puis effectivement, il y a un changement de ligne managériale au-dessus de moi qui se fait et qui est plus OK, comme tu le dis, parce que ça vient percuter qui je suis, ce que je suis, les valeurs qui sont les miennes. Et à une période de ma vie où je ne suis pas en capacité peut-être de l'entendre, puisque je suis juste maman de mon premier enfant. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce travail et un peu moins d'énergie peut-être dans le démarrage de vie de mon fils à ce moment-là. Et donc, certaines réflexions qui me sont faites que je juge toxiques, avec le prisme qui est le mien, viennent percuter profondément mes valeurs, ma façon d'être, ce que je pense apporter dans ce travail, et que finalement on remet en cause parce que c'est pas assez, c'est encore pas dans le bon sens, etc. Ça me vaut une coupure d'1 mois et demi, un arrêt.
C'est un arrêt brutal. déclaré sur un burn-out ou Oui. un arrêt en Alors, dépression? Comment tu pourrais le qualifier? c'est un arrêt qui est sur le papier déclaré épuisement professionnel. Donc là, on est plus sur un côté de burn-out Ouais, et non pas un côté de dépression. tout à fait. Il est épuisement professionnel, il est brutal, puisque je claque la porte un vendredi soir et je ne reviendrai pas pour 1 mois et demi. Je prends ce recul et c'est pas si simple parce que je suis en CDI avec un niveau de salaire en tout cas satisfaisant au moment où j'y suis. Je suis donc maman de mon petit. Mon mari est aussi en poste, voilà, de son côté. Et je reviens 1 mois et demi plus tard avec la ferme décision que ça ne durera pas et que je vais partir. Je vais partir définitivement. Et pendant ces 1 mois et demi, donc tu claques la porte. Qu'est-ce qui se passe pendant 1 mois et demi? Comment on décide de ne pas rester? Est-ce que tu as été voir un psy? Tu as posé des problèmes avec ta famille? Comment t'as posé des problèmes sur un papier, comme la plupart? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce burn-out? Parce que le burn-out, en fait, c'est comment on sort et qu'on ait assez de prise de recul. Parce que c'est vraiment... Physiquement, on est entaché par un burn-out. Psychologiquement, mentalement, la charge mentale, elle est extrêmement forte. On a un petit garçon en plus, donc il y a une particularité sur les émotions. Comment tu as géré ça? Qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, oui, il y a une charge mentale qui est énorme. Aussi parce que, donc, tu as tout le côté personnel, hein, mais tu as aussi toute l'équipe que tu lâches. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile finalement à un moment donné à vivre aussi, parce que tu décides que personnellement, ça n'est plus possible. Est-ce que c'est vu comme un échec à ce moment-là? Je sais pas si c'est vu comme un échec. Je crois pas que je l'ai vécu comme un échec. Par contre, comme peut-être comme un manque de responsabilité professionnelle, certainement à un moment donné. Et en même temps, j'ai en face de moi mes miroirs, donc ma famille, mon mari, mes amis, qui me disent tu es arrivé à un niveau où c'est toi, où c'est le travail, mais ça sera pas les deux. Et pose-toi la bonne question parce que tu as un enfant qui est là, qui a pas forcément demandé à être là non plus, mais il est là, il a besoin de toi, il a besoin de sa maman et il a besoin d'une maman en bonne santé, qui est épanouie, il a besoin aussi d'avoir un repère épanoui pour pouvoir lui-même se construire et voir que le travail, ça peut être un endroit où on est bien, le management, ça peut être un endroit où on est bien. Il n'y a pas de... Il faut à un moment donné que je retrouve aussi ce plaisir d'aller travailler et pas simplement cette contrainte. Parce que ce qui est devenu un niveau de contrainte pour moi psychologique trop important, de ne pas vouloir me lever, de ne pas vouloir me doucher, de ne pas vouloir aller au travail, d'y aller à reculons, sans avoir finalement de place à la... j'allais dire à l'intermédiaire, pas de possibilité de télétravail finalement à ce moment-là, parce que c'est pas tout à fait encore dans les codes, on est avant Covid, hein, donc c'est pas dans les codes. C'est pas très très bien vu aussi dans la structure dans laquelle je suis. En tout cas, c'est pas un endroit où je peux aller. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai ces miroirs qui me disent, bah, ça va être toi ou ça va être le travail. Et moi, je suis quelqu'un je perds plus de peur, ça comme beaucoup. Par contre, il y en a une que j'ai pas, c'est celle de changer de direction. De changer de direction lorsque c'est plus OK. Et ça veut pas dire que je vais pas dans un endroit où il y a plein de doutes, hein, parce que quand je quitte l'environnement public dans lequel je suis, du jour au lendemain, que je postule à une seule et unique offre, une seule et unique opportunité à l'époque, parce que c'est la seule que je vois intéressante pour moi, qui est celle de la Chambre des métiers, que ça marche, tout en sachant que je ne connais pas l'artisanat, je ne connais pas le secteur consulaire plus que dans les relations partenariales que j'ai pu en avoir avec la Jeune Chambre. Je ne connais pas le contexte d'évolution des chambres de métiers, etc. J'en apprends ce que j'en apprends sur Internet et en lisant quelques coupures de presse, c'est bien maigre à l'époque. Mais je le fais parce qu'à un moment donné, rester pour un confort, j'allais dire matériel, ne correspond plus à ce que je suis, qui je suis, quelles sont mes valeurs et ce que je veux transmettre à mon fils.
J'ai aussi envie qu'il sache qu'on peut changer de voie. On peut expérimenter. Parfois, on est bien à un endroit, on y est bien, on prend ce qu'on a à prendre, et puis demain, on n'y est plus bien, et ok avec ça. On a le droit aussi d'avoir des évolutions, euh, d'avoir envie d'autre chose, parce que le travail, c'est pas un microcosme dans notre vie. C'est, en tout cas, pas pour moi. J'ai peut-être pas cette capacité-là que d'autres peuvent avoir à couper le travail et la vie personnelle. Moi, je suis entière dans les deux. Je vais te raconter cette anecdote parce qu'elle m'a beaucoup fait rire cette semaine. Je fais aujourd'hui beaucoup d'heures de travail parce que il y a beaucoup de travail, tout simplement, et un besoin aussi de beaucoup apprendre dans cette nouvelle mission. Et donc, je rentre un peu tard le soir et je travaille un peu à la maison. Et mon fils a dit à sa grand-mère, oui, c'est vrai, maman, elle sort tard du travail, mais tu sais, maman, elle est directrice. Et j'ai gardé ça comme, bah ouais, maman, elle est directrice, c'est les deux vont ensemble en fait. Alors, avec tout ce qu'on met derrière ce mot quand on a 5 ans, hein, la directrice de mon fils, c'est la directrice d'école, voilà, mais en tout cas, il a perçu que j'étais les deux, j'étais maman et directrice de structure, et c'est aussi ok pour lui ça. Quand on passe du temps ensemble, on passe du vrai temps, et quand je travaille, bah, je travaille, et c'est bon, c'est ok ça. Il n'y a pas de... Je crois qu'il faut être aussi assez clair là-dessus, que ce soit avec son contexte professionnel ou avec son contexte personnel, qu'il n'y a pas non plus de concurrence entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Quand on est bien dans le professionnel, on est plutôt mieux dans le personnel, alors sauf sauf accident particulier de parcours de vie, etc. Mais d'une façon générale, s'il y a pas de contexte contraint, quand on est bien dans le professionnel, on est plutôt bien dans le personnel, et quand on est bien dans le personnel, ça aide aussi dans le professionnel. Et en tout cas, moi, c'est ma façon de le vivre. Et donc, le fait d'entendre mon fils qui dit maman, elle est directrice, bah voilà, il a compris ça, il a compris qu'on pouvait être les deux, et que c'était ok, et que lui, plus tard, j'espère, il pourra avoir cet épanouissement, enrichissement mutuel des deux sphères de sa vie. C'est important. Et là, la main tendue que tu as eue, on entend beaucoup parler de ton fils. Si dans ton environnement, il n'y avait pas eu, ce petit garçon, il n'y avait pas eu tout cet environnement-là, est-ce que toi, toute seule, tu penses que tu aurais trouvé la ressource, soit à l'extérieur, soit en toi, pour sortir de cette situation qui était difficile, en fait, parce qu'il fallait faire un choix? La réponse, elle est double. Elle est sur ma personnalité. Je crois que c'est ma façon d'être aussi, à un moment donné, de ne pas pouvoir rester dans une situation inconfortable. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ce qui me vaut parfois d'ailleurs d'entrer en conflit avec certaines personnes, hein, de mon entourage personnel ou professionnel, parce que je ne peux pas rester dans cette situation d'inconfort, là où certains sont très à l'aise finalement et arrivent à se détacher de ça. Moi, c'est quelque chose qui vient percuter profondément, donc j'y arrive pas. Donc je pense que c'était dans ma personnalité de ne pas pouvoir rester à cet endroit qui n'était pas le mien. Et en même temps, il fallait que je sois entourée pour ça. Parce que c'était tellement profond, parce qu'il y a aussi une autre case de ma personnalité qui est que il faut que je sois au niveau attendu. C'est quelque chose d'important pour moi. Je me suis construite avec ça. C'est mon histoire de vie. Il faut que je sois au niveau. Alors, parfois, c'est au niveau que j'imagine être ce qu'on attend de moi. Parfois, c'est réel et puis parfois, c'est dans ma tête. Mais en tout cas, il faut que je sois au niveau. Et je te l'ai dit, j'avais ce sentiment aussi peut-être de ne pas être dans ma responsabilité professionnelle, de lâcher une équipe, de lâcher des travaux en cours, de partir égoïstement, voilà. Donc là, il a fallu quand même que je sois très entourée à un moment donné pour qu'on me dise, mais tu as le droit aussi de te poser ces questions. Tu as le droit d'exister en dehors du collectif professionnel que tu portes ou que tu coportes avec tes collègues. Cette part de toi, elle a le droit d'exister, cette fragilité qui ressort à ce moment-là. Fragilité, fragilité perçue à l'extérieur, parce que finalement, moi je pense que c'est plutôt une force d'être en capacité de dire stop. C'est pas bon pour moi et j'y mets fin. En tout cas, ça peut être perçu comme une fragilité de l'extérieur si elle n'est pas accompagnée
par un contexte amical, familial, par toi aussi quand on s'est posé ces questions-là, je sais pas si j'en sors toute seule. Parce que je te dis, j'ai un peu cette dualité dans ma tête de dire c'est pas ok pour toi, tu peux pas rester là-dedans, et en même temps la responsabilité voudrait que tu y restes. En moi encore un moment, il faudrait que tu y sois encore, pousse encore, va encore plus loin. Et finalement, moi je fais 1 mois et demi d'arrêt, certains feront 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'arrêt pour burn-out. Je pense que c'était le bon moment. Je pense que cette fragilité qui a été perçue à l'extérieur et que je transforme moi aujourd'hui comme une force, c'était juste le bon moment, avant que ça ne soit plus profond. Donc du coup, cette fragilité, elle fait aller de l'avant. On continue à avancer, on prend des belles choses qui arrivent. Aujourd'hui, je te donne une baguette magique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Aujourd'hui, tu me donnes une baguette magique... Pour moi ou pour mon boulot ? Pour moi ? Pour moi. Tiens, c'est... Elle est pour qui on veut. Elle est à toi, je te l'offre. Si tu me donnes une baguette magique, il y a un sujet sur lequel je ferai en sorte de travailler avec elle. C'est ma capacité à me réserver un peu de temps, cette fois-ci pour moi. C'est l'enseignement sur lequel... c'est l'enseignement que je tire des derniers mois et sur lequel il faut que je travaille. Et on pourrait peut-être travailler en coaching sur ce sujet. Je pense que ça serait hyper intéressant de parler aussi de ça. De comment le fait de prendre du temps pour soi est aussi un facteur de performance, de productivité dans son entreprise, de meilleure conscience, de meilleure présence dans sa vie personnelle, dans sa vie amicale, dans ses engagements associatifs. Donc si j'avais une baguette magique, je travaillerais là-dessus avec cette baguette magique pour être en capacité de, soit d'élargir les heures d'une journée et de m'en rajouter 1 heure pour moi qui peut être 1 heure personnelle de détente, mais qui peut être aussi 1 heure professionnelle de travail où je ne suis pas sursollicitée. Ça peut 1 heure que je pourrais utiliser comme je le souhaite. Je crois que c'est ça que je ferais, parce que c'est cette capacité à prendre du temps est aussi une capacité à prendre du recul qui, je pense, manque aujourd'hui à un certain nombre de personnes, et en tout cas me manque à moi dans le quotidien professionnel comme personnel. C'est important de pouvoir juste lâcher un tout petit peu prise pour mieux revenir dans la bataille, dans la course, dans ce que tu veux, mais de s'extraire du quotidien. Et finalement, ce qu'on a fait dans ces séances de coaching, quand il a été question pour moi de prendre ces postes à la chambre de métier, c'était ça aussi. C'était savoir se mettre un peu en retrait de ce qui était mon quotidien, ma course à l'opérationnel, etc., pour mieux revenir dans ce qui était l'endroit où je devais être. Et je crois que ça vaut aussi pour la vie personnelle, en fait. On est aujourd'hui noyés sous le quotidien, tous, hein. Tous, on l'est... tous. Non, je généralise. Certainement, il y en a qui s'en sortent mieux que nous, c'est pas la question. Mais en tout cas, la perception que j'en ai, c'est qu'on est noyé un petit peu dans ce quotidien, que le Covid a ajouté aussi à ça un côté très charge mentale très lourd. Et finalement, cette capacité à avoir 1 heure que tu manages comme tu le veux dans ta journée, elle serait vraiment un plus assez intéressant pour moi, je crois. Le thème du podcast, c'est révéler vos talents, être heureuse dans la performance. Est-ce qu'aujourd'hui, ta performance de vie, au global, puisqu'on a compris que le perso et le pro, c'était ensemble, est-ce que tu pourrais mettre le mot heureuse ? Ah oui, clairement, je peux te dire aujourd'hui que ma performance de vie me rend totalement heureuse, aussi bien du côté perso que du côté professionnel. Je me sens bien, je me sens à ma place. Je me sens, un mot qu'on avait beaucoup travaillé ensemble, je me sens légitime, que ce soit dans ma vie personnelle et comme dans ma vie professionnelle. Et c'était pas une mince affaire pour moi avec mon parcours de vie. Évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des points de vigilance, comme on dit en management, on parle pas de points faibles, on parle de points de vigilance. Ok, il y en a toujours, quel que soit le sujet, il y en aura toujours. C'est ça qui fait aussi que la vie continue. En fait, ce cycle, il est là et il est hyper enrichissant. Mais oui, aujourd'hui, je suis heureuse de ce que j'ai construit avec les personnes avec lesquelles je l'ai construit, clairement. C'est un sacré parcours de vie que nous venons de découvrir. Un grand merci à elle pour s'être prêtée au jeu des questions-réponses. Une chose est sûre, une longue carrière s'ouvre devant Charlotte et elle va continuer de nous surprendre. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle,
On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.